Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du lab de découverte de l'Active Directory. Alors dans celle-ci, on va un peu laisser de côté la partie Active Directory, mais pour voir un côté non moins important au sein de l'Active Directory, mais aussi au sein de l'administration système réseau en général. Donc c'est la mise en place d'un routeur et d'un pare-feu et la segmentation réseau. Donc la première étape, en fait, ce qu'on va faire à travers ça, c'est notamment de donner Internet à nos machines clientes. Pour le contrôleur de domaine ou les serveurs en général, il n'est pas forcément nécessaire et recommandé de donner Internet. Par contre, nos clients, qui vont être des utilisateurs de la compta, des ressources humaines ou autres, vont avoir besoin d'Internet. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de ce qu'on appelle un routeur qui va permettre d'interconnecter en fait plusieurs réseaux entre eux pour pouvoir leur donner accès à d'autres réseaux, notamment Internet. Actuellement, si l'on regarde une machine, nous nous rappelons que nous avions mis notre machine en LAN segment. Donc un LAN segment, c'est une sorte de switch, on va dire, une switch informatique isolé physiquement de l'autre physique. Donc cela veut dire que nos machines virtuelles ne peuvent pas atteindre l'autre physique. Et sans passer par l'autre physique, donc notre PC, qui lui-même a accès en fait à notre routeur, donc notre routeur domestique, quoi, fourni par notre opérateur Internet, on ne pourra pas effectivement avoir accès à Internet. Donc l'objectif de cette vidéo est de donner cet accès à nos machines clientes, notamment en expliquant un peu comment ça se passe et comment nous allons faire tout ça. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est créer une nouvelle machine virtuelle. Sur celle-ci, on va installer une distribution qui s'appelle OpenSense. Donc, c'est un firewall en fait qui est open source. C'est un fork d'un autre firewall bien connu qui s'appelle PNSense. Il y en a un troisième qui est basé dessus qui s'appelle DinFi, qui lui est français. Mais on va se baser sur OpenSense. Donc, OpenSense, c'est un outil très puissant qui va permettre de faire beaucoup de choses, que ça soit du routage, que ça soit du pare-feu, donc des règles de pare-feu, de la segmentation réseau, du VLAN, du VPN, du DNS et plein d'autres choses. Donc pour nous, on va rester assez simple et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le configurer comme routeur et on verra un petit peu également la partie pare-feu. Donc ce que nous allons faire ici, c'est venir dans la table Home pour créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, alors OpenSense est basé sur une distribution FreeBSD, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, on peut se contenter de choisir Other Linux. Et nous allons l'appeler, alors soit on peut l'appeler OpenSense, ou pour respecter notre nomenclature, on peut l'appeler FW pour Firewall 0. Ok. Donc on va un petit peu quand même augmenter la taille du disque, nous allons passer à 30 Go. Et pour l'instant, nous n'allons pas toucher au hardware, je vais y revenir juste après. Avant de passer à l'installation de la machine virtuelle, nous allons faire quelques configurations sur les paramètres de celle-ci. En effet, quelques petites choses vont changer. Alors bon, déjà, ce qu'on peut faire, c'est augmenter un petit peu, mettre au moins, là on a 2 Go de RAM, ce sera pas mal, et au niveau des processeurs, on peut rester comme ceci. Alors, première chose qu'on va faire, effectivement, alors je l'ai déjà fait ici, nous allons choisir l'image de OpenSense. Donc, pour ce faire, moi, je me suis simplement rendu sur le site d'OpenSense, j'ai téléchargé le DVD, je l'ai extrait, et j'ai pu configurer, enfin, la choisir ici. Donc maintenant, c'est au niveau réseau. Ce que j'ai dit précédemment, ici l'objectif ça va être de configurer tout d'abord un routeur qui va permettre à nos clients d'avoir accès à Internet. Donc nos clients, comme on le sait, sont dans le LAN segment qui s'appelle LAN. Donc la première carte réseau que nous allons utiliser va être effectivement dans le LAN segment LAN. Cela va permettre à nos machines, en fait, à nos machines virtuelles Windows, de communiquer avec notre routeur OpenSense. Qui dit routeur dit deuxième interface qui va être présente dans un autre réseau pour pouvoir communiquer avec cet autre réseau. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est venir ajouter notre carte réseau. Et au niveau de la configuration, nous allons la passer en bridge. Pourquoi bridge? En fait, sur VMware Workstation, bridge, qu'est-ce que c'est? C'est une carte réseau une carte réseau en fait. Enfin,
Donc, type de connexion qui agit comme un pont avec notre machine physique. C'est-à-dire que nous allons directement profiter de la carte réseau de notre machine physique comme s'il s'agissait d'un bridge au sens réseau. Donc en fait, qui va se connecter directement aux choses auxquelles sont connectées notre machine physique. Donc notre machine physique, elle, effectivement, utilise notre routeur Internet fourni par notre box opérateur. Et en cliquant sur Bridge, cela permettra à notre firewall d'être connecté directement à notre routeur opérateur. Donc c'est-à-dire que dans le même principe que notre téléphone chez nous, notre machine physique, notre PC utilise le routeur pour se connecter à Internet, eh bien notre firewall pourra profiter également du routeur pour se connecter à Internet. C'est pour cela que nous allons passer notre connexion, notre deuxième adaptateur réseau en mode bridge. Et une fois que ceci est fait, on peut cliquer sur OK et démarrer la machine virtuelle. Donc là effectivement on va faire l'installation ensemble puisque ce n'est pas l'installation d'un Windows Server. Donc l'interface est assez simple, hein, c'est une interface de type console, mais on va vite pouvoir ensuite aller sur l'interface graphique. Donc la première étape qu'on va devoir faire sur OpenSense, ça va être de configurer les interfaces réseau. Donc plusieurs choses vont être faites autour d'un arrière-plan, des processus qui vont se lancer. Donc je vous retrouve juste après pour la suite du tutoriel. Alors l'installeur a avancé, nous nous retrouvons ici devant cet écran. Donc là, OpenSense va nous demander une série de questions. Donc après, il faut savoir que là, pour le moment, on fonctionne en mode live CD, c'est-à-dire qu'on est booté en gros sur l'ISO d'OpenSense, mais nous ne l'avons pas installé sur le disque. Ce qui va se passer, c'est que si l'on redémarre, on pourra perdre la configuration. Donc on va suivre les étapes, mais après, nous allons passer à l'installation vraiment sur le disque de la machine d'OpenSense. Donc nous n'avons pas de lag, nous allons cliquer sur non, pas de VLAN. Voilà. Ensuite, OpenSense va nous demander effectivement de configurer l'interface WAN et l'interface LAN. Alors attention, on peut voir ici qu'on a les MAC adresses des deux interfaces qui ont été détectées par l'installeur d'OpenSense. Donc pour pas se tromper, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les paramètres de la machine, cliquer sur une des deux interfaces, sur Avancer, et nous allons voir la MAC adresse qui est ici. Donc si je décale un petit peu, tac. Ici, nous voyons que l'interface LAN, sa MAC adresse finit par 2163, donc cela correspond à l'interface EM0 pour OpenSense. Donc par extension, l'interface WAN qui est demandée ici est EM1. Nous allons taper EM1, attention, le clavier est en QWERTY, donc juste voilà, faire attention. Pour l'interface LAN, nous avons EM0, bien évidemment, et nous n'avons pas d'autre interface, donc nous allons cliquer sur Entrée. Donc on peut faire Yes pour Proceed. OpenSense va réécrire sa configuration et ensuite relancer ses services, donc cela va prendre un petit peu de temps. Et après, nous allons passer à l'installation vraiment sous le disque de OpenSense. Donc voilà, effectivement, on voit toutes les configurations qui sont en train de se faire des différents services. Donc on peut voir qu'on aura du OpenSSH, du DHCP, chose sur laquelle on reviendra, du DNS, la possibilité de faire des VLAN comme on l'a vu avant, la partie firewalling. Donc on peut vraiment aller très loin avec OpenSense. Encore quelques secondes et cela devrait arriver sur la suite de l'installeur. Voilà, on a la petite musique. Donc là, comme je l'ai dit avant, on va, pour l'instant, on tourne en live CD. Donc si on se log sur OpenSense mais qu'on le redémarre, on va perdre la configuration. Donc pour se loguer, en fait, pour pouvoir procéder à l'installation, il y a un login spécifique qui est installeur. Voilà. Et le mot de passe est OpenSense. Donc attention, on est toujours en QWERTY, hein. Donc nous allons nous loguer. Et voilà, nous arrivons sur la page d'installation d'OpenSense. Donc ici, nous, pour le coup, nous allons prendre français. Donc il suffit de descendre avec les flèches du clavier. Tac. Pas besoin de le tester, il n'y a pas de souci. Sur le système de fichiers, nous allons rester sur du ZFS, prendre les choses par défaut. On peut continuer. Donc pas besoin de redondance ou de RAID logiciel. Nous avons notre disque, donc on peut appuyer sur espace pour le choisir. Donc là, dernier petit warning pour dire que le disque va être effacé et nous pouvons passer à l'installation. Donc cela va prendre un petit peu de temps, je vous retrouve dès que l'installation est terminée.
Alors, il y a deux étapes que j'ai sautées précédemment. Après avoir donc terminé l'installation, OpenSense demandait soit de changer le password root, soit de compléter l'installation. Pour moi, j'ai simplement complété l'installation. Vous pouvez faire de même et redémarrer la machine. Donc, donc après, on se retrouve sur l'écran de login. Et l'objectif maintenant va être d'accéder à l'interface web d'OpenSense pour pouvoir avoir une configuration d'administration beaucoup plus simplifiée. Donc pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est configurer l'adresse IP de l'interface LAN, puisque c'est au travers de notre client qui se trouve sur le LAN segment que nous allons accéder à l'interface web. Donc comme nous l'avions dit précédemment, OpenSense agira comme passerelle par défaut pour nos machines clientes qui sont dans le réseau 192.168.2, qui n'est pas le réseau qu'on peut voir ici. Ici, on a le 192.168.1.1, enfin l'adresse IP, pardon, qui est la configuration par défaut d'OpenSense, mais en l'état des lieux, impossible d'y accéder depuis le client. Donc, nous allons configurer l'adresse IP dans le sous-réseau de de nos machines Windows et prendre l'IP 254, car nous avions dit que nous gardions cette IP pour la passerelle par défaut. Donc maintenant, on va se loguer cette fois-ci avec le compte root, pardon, qui n'est plus le compte installeur, qui sert uniquement à l'installation, avec le mot de passe tout de même OpenSense. Donc là, on arrive sur ce petit menu, il y a beaucoup de choses possibles. Donc nous avions fait l'étape 1, à savoir affiner les interfaces avant l'installation finale. Maintenant, nous allons choisir 2 pour installer, définir l'adresse IP des interfaces. Donc nous voulons définir l'adresse IP de l'interface LAN. Donc nous choisissons l'interface 1. On ne veut pas la configurer par DHCP. Et ici, on nous demande de mettre l'adresse IP statique. Et bien, nous allons mettre 192.168.2.254. Donc le masque de sous-réseau, nous étions en /24, pardon, réseau de classe C. Voilà. Ah non, c'est moi qui fais une erreur, excusez-moi. Il faut mettre ici 24. Donc voilà, la version, on va dire, décimale. Pour l'interface WAN, pour la passerelle, on verra ça plus tard. L'IPv6, on n'en a pas besoin. D'HCP6 non plus. Pas d'adresse IPv6. Pour l'instant, on ne va pas activer le serveur d'HCP, on le fera ensemble. Alors bon, là, on peut effectivement laisser l'interface web en HTTP. Cliquez non. On restaure les accès par défaut de la GUI. Et là, la configuration va être faite. Donc là, effectivement, OpenSense nous dit que nous pouvons accéder à l'interface web sur cette IP. Si on se rend sur notre client, on va relancer la machine virtuelle, se connecter avec John Doe. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est vérifier si nous pouvons pinguer l'interface de notre OpenSense dans le LAN segment. On ouvre une CMD. Si Windows veut bien nous le proposer. Tac. Nous allons pinguer à 192, 168.2.254. Ça marche. Donc niveau réseau, notre client peut communiquer avec la patte LAN de l'OpenSense. Donc maintenant, on va voir si on peut se loguer sur l'interface web. Alors on va passer la première installation de Edge. Ça met un peu de temps à venir. Voilà. Terminer la configuration. On passe, on ne se connecte pas. Et maintenant, nous allons aller sur HTTPS comme nous le suggérait OpenSense 192.168.2.254. Donc cette erreur, en fait, donc par défaut ici on est en HTTPS. Ça veut dire que la connexion est chiffrée à l'aide notamment d'un certificat. Ce certificat a été généré par l'installeur d'OpenSense. C'est ce qu'on appelle un certificat auto-signé. Il n'a pas été généré par une autorité de certification connue, en tout cas que Windows reconnaît, comme Let's Encrypt, etc. Donc là, c'est pas grave, on peut cliquer sur Avancer et on continue. Nous arrivons sur la page de login d'OpenSense et nous pouvons nous loguer avec le même compte, à savoir root et OpenSense.
Ce que nous allons pouvoir faire maintenant, c'est configurer un service important qui est le service DHCP. Donc pour rappel, le protocole DHCP est un protocole qui permet à des clients d'obtenir automatiquement une adresse IP sur un segment physique donné. Donc globalement, quand le client boot, il va envoyer une requête sur le réseau avec une adresse MAC spécifique pour pouvoir localiser un serveur DHCP qui pourrait lui fournir une adresse IP. Donc voilà pour les bases, on va dire, du protocole DHCP. Effectivement, notre client, on l'a configuré par adresse IP statique, mais c'est parce que nous n'avions pas de serveur DHCP à ce moment-là. Donc pour un client, ça va, mais si on commence à avoir 20 PC portables, 50, 100, etc., passer sur chaque PC portable, cela va devenir compliqué, surtout que si c'est un PC portable qui est amené à être utilisé lors de déplacements professionnels ou à la maison en télétravail, l'adresse IP configurée ne correspondra pas forcément, par exemple, au sous-réseau de la box de la personne. Donc, nous allons configurer le service DHCP. Alors, nous avons deux options, soit ISC DHCP V4, soit KEA. Ici, nous allons prendre DHCP. Donc, là, on voit qu'on a deux interfaces. Sur quelle interface on veut configurer le serveur DHCP? Eh bien, sur l'interface LAN, puisque c'est sur cette interface que nos clients pourront connecter, puisque cette interface LAN est sur le LAN segment, comme sur nos clients. Et puis sur l'interface WAN, notre box opérateur fait déjà le serveur DHCP. Donc là, on va pouvoir cliquer sur Enable DHCP Server. On a pas mal d'options. Est-ce qu'on veut interdire les clients connus? Non. Ce qu'on peut voir, c'est que ISC a déjà détecté le subnet sur lequel nous étions. Il a détecté parce que nous avons attribué l'interface, enfin l'IP, pardon, 2.254 à notre interface. Donc là, effectivement, il nous dit quelle est la range available. Donc la range, c'est, on va dire, l'intervalle d'adresse IP que notre serveur DHCP pourra fournir. Donc bien évidemment, c'est dans le réseau 192.168.2 et nous avons toutes ces adresses IP disponibles. Mais attention, ici, ISC nous propose un range entre donc l'IP 100 et l'IP 199. Donc bien évidemment, on va devoir changer le troisième octet en 2. Et nous allons rester entre 100 et 199. Là, il faut faire très attention. Nous avons aussi des serveurs qui ont une adresse IP statique. Il ne faut pas que notre serveur DHCP leur fournisse une IP qui serait la même adresse IP qu'un serveur. Sinon, il peut avoir un conflit d'IP sur le réseau. Donc en général, ce que j'aime bien, c'est effectivement laisser entre 100 et 199 pour mes clients. Alors, au niveau des serveurs DNS, on va pouvoir aussi les spécifier. DHCP permet de spécifier un bon nombre d'options qui vont servir à configurer la carte réseau du client. Donc les DNS serveurs, eh bien nous l'avons dit précédemment, pour nos clients dans le domaine Active Directory, cela va être le contrôleur de domaine. La gateway, c'est l'adresse IP de l'interface LAN de notre OpenSense. Et ensuite, il y a d'autres options. Pour l'instant, on ne va pas forcément les utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire Save. Et on voit effectivement que là, le service tourne. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire sur notre client. Donc là, on voit effectivement, on va retourner sur la configuration de l'interface réseau, donc ncpa.cpl. Donc on se rappelle qu'on avait configuré une adresse IP statique. Alors là, effectivement, c'est quelque chose qui est lié à l'Active Directory qui vient de se passer, mais pour pouvoir modifier les paramètres de la carte réseau, il faut être administrateur local de la machine. Donc là, l'utilisateur John Doe sur lequel on s'est connecté n'est pas administrateur local. Par contre, on sait qu'on a le compte administrateur. Alors, on reviendra dessus pourquoi il est administrateur une autre fois. Mais là, on va juste se loguer avec et accéder à la configuration de la carte réseau. Il me demande de le refaire. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. On va y aller. On va laisser charger. Et voilà. Donc là, on avait configuré une adresse IP qui correspondrait d'ailleurs à la première adresse IP de notre range. Donc même ce qu'on peut faire ici, c'est que on va mettre l'adresse IP 101 pour bien voir ce qui se passe. Sauvegarder. On va dire obtenir une adresse IP automatiquement. Pareil pour les serveurs DNS. Et normalement, notre carte réseau va envoyer la requête DHCP et on va voir ce qui s'est passé. Si on fait un ipconfig/all, on voit effectivement que notre adresse IP a changé. On a l'adresse IP 101. Maintenant, nous avons une adresse de passerelle par défaut qui est bien le 2.254. Notre serveur DHCP est bien la path LAN de l'OpenSense et le serveur DNS reste effectivement l'AD, enfin l'IP du contrôleur. Donc là, on peut toujours pinguer,
le contrôleur, alors non effectivement puisque la machine est en pause, tac, donc là cela va venir, si on relance voilà ça ping, et nous pouvons également pinguer notre passerelle par défaut. Maintenant que nous avons configuré le serveur DHCP, ce que nous allons devoir faire, c'est donner accès à Internet à nos machines clientes. Alors pour les serveurs, pour le moment, on ne va pas le faire. Un serveur, ce n'est pas forcément conseillé, sauf si on a vraiment besoin. Par contre, pour les machines clients, ce sont des personnes du pôle comptabilité, du pôle marketing, ressources humaines, etc. Ils ont besoin d'Internet pour travailler. Donc c'est ce qu'on va vouloir faire. Là, ce qu'on peut aller vérifier, c'est ouvrir une CMD, notre machine cliente, et pour rappel, on peut bien pinguer l'interface LAN de notre, pardon, j'ai une petite erreur, de notre OpenSense. Donc c'était le réseau .2. Cela fonctionne. Or, on sait que notre OpenSense a une deuxième interface qui est l'interface WAN. Ici, son IP, c'est la 192.168.1.10. On peut essayer de la pinguer pour voir ce qui se passe. Effectivement, cela marche. Pourquoi? En fait, quand on fait un ping ici sur l'adresse IP 192.168.1.10, notre client, lui, n'a pas connaissance de ce réseau-là. Lui, il connaît uniquement sur son LAN segment le réseau 192.168.2.0/24. Donc, ce qu'il va faire, c'est comme il ne connaît pas ce réseau, bah, par défaut, il va envoyer la requête à effectivement sa passerelle par défaut, justement, puisque c'est le rôle de la passerelle par défaut qui a été obtenu par DHCP. La passerelle par défaut, c'est la patte LAN de notre OpenSense. Et lui, bah, le réseau 192.168.1, il le connaît directement, puisqu'il a une interface qui est directement mise dans ce sous-réseau. Donc forcément, à partir de ce moment-là, il le connaît. Encore plus là, puisque c'est vraiment l'IP de l'interface de l'OpenSense dans ce sous-réseau. Donc on va pouvoir la pinguer. Ce qu'on peut essayer de voir, c'est est-ce qu'on peut pinguer l'IP de notre routeur, enfin notre box internet fournie par notre opérateur. Alors pour ma part, c'est le 192.168.1.254. Alors là, ça ne marche pas. Effectivement, nous verrons plus tard pourquoi. Et l'objectif, ça va être justement de donner Internet à nos machines. Et pour ce faire, il va bien falloir passer par notre routeur, puisque c'est notre box qui nous permet d'accéder à Internet. Alors, donc maintenant, comme nous l'avons vu, notre client est capable de pinguer l'interface WAN de notre OpenSense. Par contre, il ne peut pas pinguer l'interface de notre box, notre box internet physique. Pour moi, 1.254. Ça peut être un point pour vous ou un autre sous-réseau en fonction de comment votre fournisseur d'accès configure la box. La question, alors avant de configurer, on va se demander pourquoi ça ne marche pas. En fait, alors je vais pas forcément faire de schéma. Si vraiment c'est nécessaire, on pourra éventuellement faire un schéma plus tard. Mais il va falloir comprendre comment le paquet est acheminé. Donc pour rappel, là notre client va envoyer un ping vers l'IP 192.168.1.254. Il ne connaît pas ce réseau. Donc il va l'envoyer à sa passerelle par défaut. Sa passerelle par défaut, c'est l'interface LAN de notre OpenSense, 192.168.2.254. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans ce paquet, donc il y a le paquet a une structure, il a des en-têtes, etc. Mais ce qu'il faut savoir, que dans ce paquet, l'IP source de ce paquet, c'est l'IP de notre client, et l'IP de destination, c'est le 1.254. Jusque-là, on est d'accord. Donc là, effectivement, notre routeur OpenSense, il va voir
tout cas son interface LAN, va voir que la destination c'est le 1.254. Bon, mais lui c'est éventuellement qu'il a accès à ce réseau puisqu'il a une interface dans ce réseau qui est l'interface WAN 1.10. Ok. Donc le paquet va éventuellement pouvoir arriver à l'interface WAN, puis ensuite à l'interface de notre box 1.54. Par contre, le problème, ça va être le chemin retour. Un paquet, il a un chemin aller et il doit avoir une réponse qui est renvoyée à notre client. Or, notre box, elle va voir le paquet arriver et dans ce paquet, elle va aussi voir que l'IP source est 192.168.2, donc .101 si notre client a obtenu l'IP 101 par le DHCP, et que la destination, c'est la sienne. En fait, c'est un peu comme notre client. Notre client ne sait pas comment atteindre par défaut le sous-réseau 192.168.1. Et bien notre box ne sait pas comment atteindre le réseau 192.168.2. Elle n'a pas de route, en fait, si vous voulez, vers ce réseau-là. Si vous voulez, ensuite, tous les paquets qu'elle ne connaît pas, elle l'envoie vers notre fournisseur d'accès. Mais ce réseau, donc, qui est un réseau privé, elle ne le connaît pas. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte qu'elle puisse, entre guillemets, envoyer la réponse. Donc pour ça, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le NAT. Le NAT, ça veut dire Network Address Translation. Ce qu'il faut savoir, comme on l'a vu juste avant, c'est que dans un paquet, on a une IP source, une IP destination. Donc le NAT va permettre, comme son nom peut le suggérer, de modifier en fait ces informations dans le paquet. L'IP source ne sera plus vue comme l'IP de notre client, mais une autre IP. Et ce qui va être intéressant, c'est de se demander laquelle. Typiquement, là, ce qu'on peut se dire, c'est que effectivement, si on remplace l'IP source 192.168.2, etc. par l'IP de l'interface WAN 192.168.1.10, quand le ping va arriver à notre box, la box, elle sait comment aller sur le 192.168.1.10, puisque l'interface WAN est littéralement dans le même segment physique. Donc, elle va pouvoir renvoyer le paquet vers l'interface WAN de l'OpenSense. Et bon, lui, effectivement, ce paquet, il le connaissait à la base, il savait qu'il venait de notre client, et bien il va repasser par l'interface LAN pour lui envoyer. Donc c'est comme ça qu'un peu nous allons fonctionner. Donc là, alors je sais que c'est beaucoup d'informations, mais cela va devenir peut-être un peu plus clair en faisant les manipulations. Donc nous allons aller dans Firewall, nous allons ici aller dans NAT. Donc on a plusieurs types de NAT, nous on va choisir Outbound, donc pour les paquets sortants, donc Out pour sortie. Donc ici, on va passer en mode hybride. Donc effectivement, il y a des règles qui peuvent être générées automatiquement par OpenSense, mais nous, on va en créer une aussi. Donc on va faire add. Donc on va un peu réfléchir à ce qu'on a dit. On a dit que on veut remplacer l'adresse IP source pour tous les paquets arrivant sur l'interface WAN par l'IP de l'interface WAN. Donc là, effectivement, on veut travailler sur l'interface WAN. On prend tous les protocoles. Là, on va pas s'embêter. Et en fait, on prend tous les protocoles, voilà, donc peu importe les sources. Alors dans les sources adresses, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait mettre le LAN net, le LAN de nos clients et de nos serveurs. Dans les destinations, mais pour l'instant, on va pas s'embêter, on va mettre tout. Alors on pourrait mettre effectivement l'IP de notre box, hein, mais là on va faire ça. Et translation target, c'est là qu'on va dire, je vais remplacer l'IP source par cette IP. Eh bien, on l'a dit, je veux le remplacer par la WAN address. Donc on va faire un save, on va faire un apply. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on ping. Donc là, effectivement, ça ne marche pas forcément. On va attendre un petit peu éventuellement le temps que la règle soit appliquée. Sinon, cela veut dire que cela vient d'un autre problème. Donc là, effectivement, ça ne marche pas. Alors en fait, ça c'est un petit piège, enfin un petit piège, pas vraiment un piège, c'est aussi un oubli de ma part, mais on va retourner sur l'interface WAN. Et là, par défaut, l'interface WAN, si on peut le voir, elle est en /32. Pour rappel, au niveau des adresses IP, en général, on travaille en /24. Si on prend la carte réseau de notre client, on va voir l'UAC, effectivement. On va attendre que l'UAC arrive, si elle veut bien. Voilà. Donc normalement, la configuration de notre interface, enfin la page de configuration devrait arriver. Sinon, on va le refaire. Ça n'a pas l'air d'arriver, donc on va le refaire. Tac, voilà, c'est là. Donc là,
effectivement, bon là, on ne voit pas effectivement ici, d'ailleurs, c'est ma faute. Si on fait un ipconfig/all, donc là, on va voir notre adresse IP, et là, on a le masque de sous-réseau. Pour rappel, au niveau de l'adressage IPv4, toute la partie qui est là correspond au sous-réseau, et toute la partie qui est donc là, à partir de là, en fait, tout ce qui est en 0, ça va correspondre à l'espace, aux adresses IP que l'on va pouvoir utiliser dans ce sous-réseau pour identifier nos clients. Donc là, effectivement, on a 254, enfin 255 IP, 192.68.2.1 jusqu'à la 254. Mais là, le problème, c'est qu'on s'est mis en /32. En /32, cela veut dire que à la place de 3 fois 255 et un 0, on aurait 4 fois 255. Et donc en fait, on comprend que cela veut dire que notre interface WAN, pour elle, elle appartient dans un sous-réseau qui n'a que cette adresse IP en fait. Puisqu'on n'a pas d'autre, place, on n'a pas d'autre, effectivement, on n'a pas d'autre place pour pouvoir définir l'adresse IP. Donc là, on va passer en /24. Et là, effectivement, on va être vraiment dans le même sous-réseau qui est configuré pour notre box. On fait appliquer, CMD, on essaie de pinguer. Et là, on peut voir que cela fonctionne. Ok, donc nous avons réussi à faire en sorte que notre client ping maintenant l'IP de notre box. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pinguer des choses sur Internet. Alors, ce qu'on peut faire comme test standard, c'est pinguer le serveur DNS de Google, qui est 4x8, en fait, c'est une IP publique. Là, ça ne va pas marcher. Donc, éventuellement, le paquet va arriver jusqu'à notre OpenSense, mais ensuite, il ne va pas savoir quoi en faire. Encore une fois, on va essayer de comprendre pourquoi. Et bien, en fait, le paquet, donc le ping, va arriver sur la... Donc là, on connaît... Notre client ne connaît pas le sous-réseau qu'est la partie IP, donc il va l'envoyer notre passerelle par défaut. Donc là, on voit bien que c'est notre passerelle par défaut. Est-ce que notre passerelle par défaut va savoir comment aller sur ce sous-réseau? En fait, non. Notre passerelle par défaut, au final, c'est comme notre client. Enfin, notre OpenSense, pardon, c'est comme notre client. Pour pouvoir communiquer avec des réseaux qu'il ne connaît pas, il a besoin d'une passerelle par défaut. Et quelle est cette passerelle par défaut? Eh bien, c'est tout simplement notre box internet qui permet à notre PC, à notre décodeur TV, à notre téléphone d'avoir accès à Internet. Donc, il faut configurer une passerelle par défaut sur notre OpenSense. Donc, nous allons aller dans Système. Ici, nous avons l'onglet Gateway, Configuration. Il y en a une qui a été détectée par défaut, mais là, c'est en IPv6, non en IPv4. Donc, on va faire Éditer. Pardon, on va pas faire Éditer, on va faire Nouvelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nom. Alors, il n'aime pas les espaces, donc on va mettre un underscore, default gateway. Et ici, nous allons mettre l'adresse IP de notre interface, enfin de notre box. Notre box, nous allons cocher upstream gateway. En effet, si on déroule ici le petit menu, on voit bien que cela va définir cette gateway comme une default gateway. Donc pour tous les sous-réseaux qu'on ne connaît pas, on va l'envoyer par défaut là-dessus. Et on peut laisser l'interface WAN, puisque c'est notre interface WAN qui est dans le même sous-réseau que cette IP, que notre box. Donc c'est l'interface WAN 192.168.1.10. Nous allons faire appliquer. Nous allons essayer de pinguer le 4x8. Et là, effectivement, on voit que cela fonctionne. Alors maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, eh bien, c'est d'aller ouvrir un navigateur sur notre client
et d'aller par exemple sur Google. Ça ne marche pas. Ah ah! Pourtant, on a réussi à pinguer notre interface, enfin notre box. On a également réussi à pinguer une adresse IP publique 4x8. Pourquoi ça ne marche pas? Alors en fait, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas accès à Internet. Non, la réponse elle est juste ici. C'est une erreur de DNS. Effectivement, si on se pose quelques minutes pour réfléchir, comment ça va se passer? Ici, on essaie de se connecter à un nom de domaine. Qui dit nom de domaine dit requête DNS pour pouvoir convertir cette requête, enfin ce nom de domaine en adresse IP et y accéder. Or, si on se rappelle un peu de ce qu'on a configuré, notre serveur DHCP, dans la configuration IP de notre client, ce qu'il a envoyé comme serveur DNS, c'est notre contrôleur de domaine, l'adresse IP de notre contrôleur de domaine. Donc si on va dessus, alors on va le resume, et si on va dessus, tac, et qu'on se rend sur la console de gestion du DNS, tac, qui est juste ici, qui est ouverte pour moi, sinon vous tapez DNS. Donc dans ce qu'on appelle les zones de recherche directe, on voit qu'on a la zone, donc on a ces deux zones, celle-là pour l'instant on n'en parle pas trop, elle est liée à la D, mais on a la zone test.lan. Or ici, ce qu'on a fait comme requête, on a essayé de contacter un serveur qui est dans la zone google.com. En fait, là, il faut bien comprendre la notion de zone au sein du DNS. Le DNS, c'est un peu comme l'Active Directory. En fait, c'est une hiérarchie, c'est un espace de nom sous forme hiérarchique. Et ce qu'on appelle une zone DNS, c'est une sous-partie de cet espace de nom. Lorsque nous allons essayer de pinguer google.com ou d'accéder à google.com, on a deux parties. On a d'abord le .com, qui est ce qu'on appelle la zone parente. En fait, on va dire que c'est l'espace un peu plus haut dans la branche un peu plus haut dans l'espace de nom. Et google.google, c'est un peu un enfant de cette zone. Donc d'abord, il va falloir réussir à contacter, à résoudre cette zone-là, ou trouver un serveur DNS qui est capable de nous donner des informations sur cette zone-là, et ensuite de résoudre spécifiquement cette zone. Or, sur notre contrôleur de domaine, on n'a pas cette zone. Donc notre serveur DNS qu'on envoie par DHCP, il ne sait pas résoudre cette zone. Donc forcément, à un moment donné, on ne sera forcément jamais capable d'obtenir l'adresse IP qui correspond à google.com. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est trouver une solution pour être capable de pallier à ce problème. Eh bien, nous avons deux solutions. La première, et on va dire que la méthode un peu plus ancienne, on va se rendre en effet sur notre contrôleur, enfin sur notre serveur DNS et cliquer sur Propriétés. Ici, nous avons un onglet qui s'appelle Root Int où on a pas mal de choses. Ok. Donc, alors ce qu'il faut savoir là, quand je dis que le com c'est l'espace, c'est la branche la plus haute dans la hiérarchie, c'est entre guillemets faux. Là, on voit qu'on a un point ici. Donc là, tout comme .com, il y a le domaine .net qui existe, et bien là on a un point. Il faut savoir qu'en fait, même si c'est masqué lorsqu'on fait des recherches, la zone point entre guillemets, eh bien c'est vraiment, on va dire, le point de départ de l'espace de nom DNS. Donc quand on va résoudre fait.com, si on ne connaît pas de serveur DNS pour .com, eh bien on va aller envoyer des requêtes vers la zone qui s'appelle la zone point, qui correspond au point qu'on voit ici. Et pour ce faire, en fait, il existe, voilà, donc un bon nombre de serveurs donc DNS ici qui s'appellent les serveurs racines, les root hints, qui correspondent globalement à des serveurs DNS qui sont maîtres de la globalité, on va dire, de l'espace DNS public dans le monde. Donc on veut résoudre du .net, du .com, du .fr, du .en, du .que sais-je, du .us. On peut éventuellement passer par ces serveurs racines. Ok. Mais donc là, ce qui va se passer, effectivement, on dit à notre serveur DNS, écoute, si tu sais pas résoudre, tu peux aller là. On peut le mettre là. C'est un champ qui est là dans redirecteur, on va en parler juste après. Donc qui est utiliser les routes in si aucun redirecteur n'est disponible. Ok. Mais par contre, effectivement, lorsqu'on va dans les routes int, on voit que les routes in ont des adresses IP publiques. Donc à un moment donné, c'est comme notre client. Si on veut que notre serveur DNS soit capable, lorsqu'il n'est pas capable de résoudre justement une zone, de l'envoyer à un autre serveur DNS, il faut qu'il ait accès à Internet. En tout cas, dans le cas présent,
Ici, bah, c'est bien ça, puisque ce sont des adresses IP publiques. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement aller dans le gestionnaire de serveur. On va reprendre notre carte réseau, la configurer, et on se rappelle qu'au début, on n'avait pas configuré la passerelle par défaut. Donc là, on va venir la configurer. Donc, comme pour notre client, on est sur l'un segment, c'est le 192.168.2.254. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une CMD. Alors, on peut vérifier tout d'abord, un peu comme client, qu'on est capable de résoudre, de pinguer des adresses IP publiques. A priori, c'est le cas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pinguer google.com. Et bien là, cela marche. Pour s'en assurer, si on enlève la passerelle par défaut, on va pas le faire ici, mais ça ne marcherait plus. Ok. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, notre contrôleur de domaine, ce qu'il a fait, il envoie une requête DNS à son serveur DNS pour résoudre google.com. Son serveur DNS, bah, c'est lui-même. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est lui-même. Ce serveur DNS n'est pas autoritaire pour la zone google.com, donc bah, ce qu'il va faire, en fait, c'est ce qu'on lui a indiqué de faire ici, c'est de tout simplement, propriété, eh bien c'est d'envoyer, de rediriger la requête DNS vers les routes int, parce qu'ici on n'a pas de forwarder, on va y revenir dessus juste après. Donc il envoie la requête, comme il a accès à Internet, il peut envoyer la requête à l'un de ses serveurs DNS, donc il le fait dans l'ordre, de manière séquentielle. Le serveur DNS, lui, enfin le route int est capable de résoudre effectivement google.com, il connaît le serveur DNS qui est autoritaire pour la zone com, donc il peut lui envoyer la requête. Le serveur DNS qui est autoritaire pour la zone com peut connaître google.com, il envoie la réponse et on est capable de résoudre notre enregistrement DNS. Alors comme je le disais juste avant, cette méthode c'est une méthode un peu legacy. Pourquoi? Parce que ces serveurs DNS, bah, les routes in forcément, comme ils sont autoritaires pour la racine de l'espace de nom, ils vont être en permanence submergés de requêtes et il se peut qu'en certains cas on ait des requêtes longues, enfin, des temps de traitement de la requête qui sont longs, donc c'est pas forcément la bonne méthode. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se rendre dans l'onglet Forwarder ou redirecteur en français. Donc, alors, ce qu'il faut savoir sur le serveur DNS Windows, on a deux types de forwarders. On a les forwarders ici et les forwarders conditionnels. La différence entre les deux, c'est que dans le cadre d'un forwarder normal, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va instruire au serveur DNS pour toutes les requêtes DNS pour lesquelles il ne sait pas envoyer de réponse, il va les envoyer à ce serveur DNS qui est considéré comme forwarder. Les conditional forwarders, ça c'est un peu autre chose. C'est pour avoir une exception. En fait, c'est pour dire pas forcément pour toutes les requêtes pour lesquelles tu ne sais pas répondre, mais pour une zone ou une zone en particulier. Et c'est vraiment utile pour on va dire pour les domaines internes. Pas forcément que, mais entre guillemets, un cas très concret, c'est j'ai un autre domaine Active Directory pour une quelconque raison dans mon entreprise, pour une entreprise. Donc, bah, effectivement, si je veux le résoudre, je veux quand même que mes machines aient accès à Internet. Donc, bah, si je sais pas résoudre google.com, facebook.fr, je ne sais pas, eBay, etc., bah, je veux aller là. Enfin, je veux passer par mon redirecteur DNS. Bah, par contre, pour ma zone en interne qui s'appelle, je ne sais pas moi, allez, domaine.lab, uniquement pour celle-là, je vais passer spécifiquement par ce redirecteur conditionnel qui peut être l'adresse IP du contrôleur de domaine pour le domaine domaine.lab qui hoste également le serveur DNS. Donc nous ici, effectivement, on va aller sur Internet, donc on va configurer un forwarder. Alors ici, très simplement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Là, encore une fois, on est sur une infra virtuelle qui est sur le PC physique, etc. Ok? Bien, dans le cadre d'une installation chez nous à la maison, dans le cadre d'un lab, encore une fois, par exemple, ce qui fait serveur DNS pour notre PC, d'ailleurs on peut le voir, hein. Alors je vais peut-être avoir quelques cartes réseau sur mon PC, mais on va faire avec. On va prendre ma carte Wi-Fi. Donc ma carte Wi-Fi, qui est le serveur DNS, c'est ma box internet en fait. Donc là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va mettre ma box internet. Maintenant, on est capable de lui parler grâce à la configuration sur OpenSense. Donc on va faire apply. On va spécifiquement lui dire de ne pas utiliser des routes int s'il n'y a pas de forwarder available, mais de toute façon, ce qu'on peut voir, c'est que là, il y a quelque chose qui a changé. Avant, on avait attempting to resolve, maintenant on a bbox.lab.
Bbox.lan, c'est le nom qui est, on va dire, diffusé par notre box sur le réseau. Donc maintenant, on peut voir effectivement que si j'essaie de pinguer google.com, à nouveau, ça marche. Si j'essaie de pinguer facebook.com, ça marche. Donc nous avons effectivement toujours, nous sommes capables de résoudre les domaines externes. Et là, si on va sur notre client, bah d'ailleurs voilà, ça s'est mis à jour. Si on va sur google.com maintenant, comme notre serveur DNS sur notre DC a été, on lui a instruit de rediriger les requêtes vers un autre serveur DNS qui est capable de résoudre ce qu'on lui demande. On a accès à Internet, on peut taper ce qu'on veut, etc. Alors maintenant, j'aimerais faire une petite pause et aborder un sujet qui n'est pas forcément le plus pertinent maintenant, mais quoique, mais c'est une partie un peu sécurité parce qu'on va commencer à rentrer un peu plus dans la sécurité des choses et le service DNS n'est pas exempt de ça. Donc là, en fait, on a configuré notre redirecteur sur le serveur DNS de Google, donc qui est un serveur exposé publiquement. Ok. On voit qu'on a dû donner accès à Internet à notre contrôleur de domaine pour qu'il envoie la requête DNS qu'il ne sait pas résoudre vers ce serveur. Or, on a dit que c'était pas une bonne pratique de donner un accès à Internet à notre contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine n'a pas à avoir accès à Internet pour ne pas télécharger un malware, un script malicieux, etc. Donc ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir à trouver une solution permettant de ne pas, à ce que notre serveur DNS n'ait pas à envoyer une requête sur Internet. Et bien pour cela, nous allons encore une fois nous appuyer sur notre pare-feu OPNsense. Ce pare-feu a la possibilité également d'agir comme redirecteur DNS. Nous allons aller sur l'interface web du pare-feu et nous allons aller ici dans Services. Donc on a plusieurs services DNS, nous on va prendre pour le moment Unbound. On peut voir d'ailleurs qu'il est déjà actif, qu'il écoute le port 53, et ici on peut définir l'interface sur laquelle il écoute. Bon, les requêtes, si on décide de dire à notre serveur DNS sur le contrôleur de domaine d'envoyer les requêtes sur l'OPNsense, sur le service DNS de l'OPNsense, elles vont arriver sur l'interface LAN, puisque c'est la passerelle par défaut de notre LAN segment. Il écoute sur le port 53. Toutes les autres options, nous n'allons pas encore les voir. Ce sera peut-être effectivement l'objet d'une autre vidéo. Donc là, le service DNS tourne. Maintenant, ce qu'il faut dire, notre OPNsense, en fait, on n'a pas configuré de serveur DNS sur celui-ci. Si on lui envoie une requête DNS en lui disant, tiens, le service DNS qui est sur l'OPNsense, je demande de résoudre google.com, il saura pas le faire, en fait. Un peu comme notre serveur contrôleur de domaine, serveur DNS Windows, sans le redirecteur. Donc là, on peut aller sur Carry Forwarding, on peut en configurer. On peut configurer des forwarders, comme on l'a fait un peu sur le contrôleur de domaine. Mais ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement Use System Name Servers. Cette petite option, si elle est cochée, elle va dire au service DNS Unbound DNS, lorsque tu reçois une requête et qu'on te demande de résoudre un enregistrement DNS, tu vas le forwarder aux serveurs DNS qui sont configurés en fait qui sont configurés sur l'OPNsense en lui-même. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est configurer un serveur DNS sous OPNsense. Donc nous allons dans le système. Dans Settings, nous avons Général, et ici on voit qu'on peut configurer les serveurs DNS. Là, ce qu'on peut faire, c'est mettre soit Google 8.8.8, soit, pourquoi pas, à nouveau, effectivement, l'interface, notre box. Donc là, nous allons cliquer sur OK, un save, les changements ont été appliqués, et maintenant, nous allons retourner sur notre contrôleur de domaine, aller dans Forwarder, et nous allons ici changer vers l'IP de l'interface LAN de notre OPNsense. Cliquons sur OK. Il est capable de le résoudre comme pour un peu le bbox.lan, donc c'est assez intéressant. Et là, si on ping par exemple, ebay.com peut-être, parce que c'est un bon exemple, voilà, il est capable de le résoudre. Et là, l'avantage, c'est que notre contrôleur de domaine n'envoie jamais de requêtes sur Internet. Il l'envoie à l'OPNsense sur le service Unbound. Et le service Unbound, on lui indique s'il n'est pas capable de le résoudre, et encore une fois, il n'est pas capable de le résoudre parce que en fait, le service Unbound, là, n'agit pas vraiment comme vrai serveur DNS. Il n'héberge pas de zone DNS. Il fait juste redirecteur, il redirige les requêtes. Mais on lui indique d'envoyer la requête sur notre box qui, elle, est connectée au réseau de notre opérateur et est capable de résoudre le nom ib.com ou tout autre nom.
Je m'arrête ici pour cette vidéo parce qu'elle est assez complexe et assez remplie, et il est important de comprendre les concepts que nous venons de voir. Pour rappel, l'objectif c'était de donner accès à Internet à nos machines. Donc pour cela, on a d'abord configuré le protocole DHCP pour que nos clients récupèrent une adresse IP, des configurations DNS, des configurations de passerelles, etc. Voilà, sur OpenSense. L'OpenSense que nous avons installé qui permet de faire le lien entre le réseau de notre LAN segment et notre réseau, on va dire le réseau de notre maison, puisqu'effectivement nos VM, encore une fois, sont hébergées sur notre machine physique, et elles, notre machine physique, pour aller sur Internet, elles utilisent notre box. Donc il faut bien que nos VM puissent communiquer avec notre box. Donc pour ce faire, on a également joué sur les paramètres de NAT pour que notre box soit capable de répondre, en tout cas de répondre aux requêtes qui sont envoyées depuis notre LAN segment, puisque il ne connaît pas effectivement ce réseau par défaut, et configurer une gateway qui correspond à notre box pour dire à notre OpenSense, bon tu reçois des requêtes depuis le LAN segment, envoie-les sur la box parce que elle sait comment aller sur Internet. On a vu également l'importance ici du protocole DNS, parce qu'il fallait être capable de résoudre, si dans le navigateur on tape google.com, une requête DNS va être envoyée. Par défaut, comme le serveur DNS dans notre réseau à nous, là, notre LAN segment et le contrôleur de domaine, lui, il connaît uniquement la zone test.LAN. Il ne sait pas comment répondre aux requêtes pour d'autres zones. Donc, on a vu effectivement comment configurer soit les indicateurs racines, soit les redirecteurs, pour pouvoir rediriger les requêtes DNS vers d'autres serveurs DNS publics qui sont capables de résoudre ces requêtes. Et enfin, on a vu un petit peu la partie sécurisation en mettant en place le redirecteur DNS sur notre OpenSense pour éviter à notre contrôleur de domaine de faire des requêtes sur Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée.